Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Karim Piriou qui anime une chaîne sur YouTube qui s'appelle Politicon et où il parle donc de sciences politiques, de philosophie politique, et ainsi de suite. Donc, il y aura, comme pour Emmanuel, il y aura 4 rencontres. La première, donc aujourd'hui, ce sera sur les démocraties représentatives. La deuxième sur les démocraties délibératives, ce sera la semaine prochaine, hein, c'est tous les jeudis. La troisième sur la démocratie agonistique. Si vous ne savez pas ce que c'est le moment. Ou si vous êtes toujours demandé ce que c'était que la démocratie agonistique, on le sait déjà, mais un peu. Ouais. Et la dernière, évidemment, sur anarchisme et démocratie, parce que bon, on est un groupe anarchiste, hein, donc voilà, la démocratie, c'est pas notre tasse de thé, hein, je préfère prévenir, ce qui ne nous empêche pas de détailler un petit peu les mécanismes de son fonctionnement et des différentes démocraties. Souvent, on voit ça comme la démocratie. Je pense que tu vas bien nous expliquer qu'il y en a plein des différentes, et que le mot renferme énormément de choses. Je crois que j'ai à peu près tout dit. La rencontre est enregistrée, comme celle pour Emmanuel, donc vous aurez l'occasion de retrouver les enregistrements qu'on mettra ensuite en ligne. Comme d'hab, vous connaissez la procédure, vous mettez votre adresse email, vous serez tenu au courant de tout ça. Et à la fin, ne partez pas comme d'habitude, on a un petit apéro dînatoire qui se trouvera derrière. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc sinon les membres du groupe n'hésitez pas à me reprendre si on a oublié quelque chose. Non, ça c'est pas nécessaire. Voilà, ben, je laisse la parole à Karim qui va se présenter, nous expliquer un petit peu le thème de la rencontre. Bonjour à tous, donc comme l'a dit Léo, donc je m'appelle Karim et du coup j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Politicon sur laquelle du coup je présente des théories sociales et politiques, donc en sciences sociales, en philosophie. Sur laquelle j'avais déjà fait des vidéos sur la démocratie, et du coup ça va être l'occasion ici dans le cycle de l'université populaire d'approfondir un peu ce que j'avais fait déjà, et puis aussi d'aller plus loin, notamment en questionnant les liens qu'on peut faire. Alors pas forcément en opposition entre la démocratie et l'anarchie, mais voilà, de voir quel sens on peut donner au mot démocratie, et que à travers l'histoire justement c'est un mot qui a pris plein de sens, et que si on le prend dans un sens très basiquement, celui de pouvoir du peuple, comme l'étymologie du mot en grec ancien, démos kratos, c'est le pouvoir du peuple. Bon, bah, c'est pas forcément incompatible avec une perspective anarchiste, par exemple, dans le sens où chacun est capable, du coup, de participer à la vie sociale et politique. Voilà, dans ce sens-là, on pourrait dire que... C'est le pouvoir qui me fait... Ouais. Participer à la vie. Il y a Kratos, ouais, qui fait... Mais il y a Demos, quoi, voilà. Ouais. Mais voilà, disons que c'est... Voilà. Justement, on parle de démocratie représentative. Et là, pour ce soir, du coup, l'idée, c'était de savoir comment on en est venu justement à se considérer que démocratie représentative, ce soit quelque chose qui aille de soi. Alors qu'en fait, voilà, pouvoir du peuple, représentation du peuple, la démocratie, on serait en démocratie représentative. Et du coup, là, l'idée, c'était de savoir justement comment on en est venu à parler de démocratie représentative. Les 4 séances, ouais, ce sera en quelque sorte 4 séances d'histoire des idées, de savoir comment justement le mot démocratie a évolué, et comment on peut penser une démocratie qui est meilleure, en tout cas, que celle qu'on appelle aujourd'hui démocratie représentative. Donc c'est à la fois essayer de décrire, hein, comme tu disais, et puis essayer de trouver des alternatives qui soient un peu plus désirables. Je vais partir du pire, donc la démocratie représentative, enfin ce qu'on a fini par appeler démocratie représentative, pour aller du coup vers la démocratie et l'anarchie, et je terminerai du coup donc le 28 novembre sur le conseillisme, ce qui s'appelle aussi parfois la démocratie des conseils. Voilà, encore une fois, c'est... Et aussi le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, donc je vois un livre qui est là. Donc voilà, c'est 2 manières qui ont été pensées de mêler justement, qui est dans une perspective un peu plus libertaire que la démocratie représentative, de penser la démocratie. Donc on va commencer du coup par la démocratie représentative, et la semaine prochaine, ça sera sur la démocratie délibérative. Je vais en parler à la fin, je vais pas trop spoiler la suite. Et ensuite la démocratie agonistique, ça paraît un peu barbare comme ça, mais voilà, c'est une manière aussi de radicaliser la démocratie. Et donc on pourra voir comment c'est. Du coup, en gros, je vais gauchiser en quelque sorte mon propos chaque jeudi au fur et à mesure, pour aller du moins radical au plus radical, du plus déprimant au plus utopique en quelque sorte. Pas utopique dans le sens d'impossible, mais dans le sens d'un idéal d'émancipation qui amène du coup à une action politique.
dans le sens du coup que c'est quelque chose qu'on voudrait, qui provoque notre envie d'agir pour y parvenir. L'utopie qui nous intéresse ici, c'est pas tant la démocratie en tant que telle, mais l'émancipation politique. C'est pour ça que du coup, je mets pas de mots forcément là-dessus. On peut l'appeler démocratie, on peut l'appeler anarchie ou misarchie. Émancipation politique, c'est-à-dire, pour le dire vite, la possibilité pour tous et toutes de pouvoir apporter sa voix, ses propositions, ses arguments pour organiser la vie sociale, la vie en commun, la vie politique. Penser l'émancipation politique, c'est donc s'interroger sur la démocratie telle qu'on l'appelle aujourd'hui, donc représentative, telle qu'elle est nommée tous les jours, à la radio, à la télé, un peu partout. Et mon propos, ça va pas être forcément de dire pourquoi la démocratie représentative, c'est une fausse démocratie ou une démocratie imparfaite. Je pense qu'on est tous ici un peu convaincus que c'est le cas. L'idée pour commencer, donc, comme je disais, c'est plutôt de voir comment les idées politiques se sont assemblées et construites pour former le régime qu'on appelle aujourd'hui la démocratie représentative. Donc pour essayer de dégager des conditions, c'est quelque chose qui revient souvent dans le monde universitaire, d'idée de démocratiser la démocratie. C'est une espèce de gimmick, de slogan. C'est pas forcément toujours très radical, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais on va y venir. Et du coup, pour essayer de penser, est-ce que ça pourrait être justement quelque chose qui soit une émancipation politique, qu'on peut appeler démocratie par exemple, qui soit beaucoup plus véritable, quoi. Alors on peut quand même rappeler un peu les critiques qui sont faites à ce régime, et même chez des critiques qui sont plutôt favorables à ce qu'on appelle la démocratie représentative. Dans les médias, dans le monde universitaire, on entend aussi par exemple souvent de parler de crise de la représentation. Que la représentation ne reflèterait pas le pays, que ça ne reflèterait pas la sociologie d'un pays en termes de classe sociale, de sexe, de couleur de peau, de religion, etc. Que les représentants seraient toujours du même milieu social que les élites économiques, que le pouvoir politique ne profiterait rarement aux plus défavorisés. Mais du coup, au final, on va voir dans le propos que je vais tenir que la crise de la représentation, c'est plutôt en fait le fonctionnement normal de la démocratie, puisque au départ, ça n'a pas été fait pour représenter le peuple, en fait. Donc voilà, et donc les autres critiques que les anarchistes connaissent bien, les élections, la centralisation, l'idée même de représentation qui n'est que la confiscation du pouvoir par une élite gouvernante. Donc pour commencer, et avant de voir comment la démocratie représentative est née et a évolué, on peut essayer de définir ce qu'elle est. Peut-on vraiment parler de démocratie, ou est-elle juste une oligarchie, un gouvernement des élites bourgeoises et des professionnels de la politique ? Donc l'idée de la démocratie représentative est que le peuple est à la fois le souverain, donc dans le sens étymologique du terme démocratie, entendu comme pouvoir du peuple, tout en étant représenté par des individus qu'il élit pour prendre les décisions politiques qu'il concerne. Le peuple est donc celui qui a le pouvoir, tout en étant représenté dans ce pouvoir. Dans la démocratie représentative, les représentants exercent, pour ainsi dire, le pouvoir au nom du peuple. Or, en tant que souverain, si le peuple est mal représenté par ses représentants, c'est la souveraineté qui est touchée, donc le peuple. Et le peuple n'exercerait plus réellement le pouvoir. Donc là, je suis vraiment dans la théorie, hein. Le peuple exerce le pouvoir à travers la représentation. En tout cas, la représentation se fait au nom du peuple, et c'est pour ça qu'il est souverain. C'est ce qu'on retrouve dans la Constitution française, d'ailleurs. Et on pourrait dire que c'est un mensonge de prétendre qu'il est exercé en son nom. Démocratie et représentation semblent donc être liées de manière paradoxale, et on verra donc comment ça s'est lié, justement. Et pourtant, on sait, la démocratie n'a pas toujours été représentative, c'est vraiment quelque chose de très récent dans l'histoire, surtout le fait qu'on l'appelle comme ça. Et si cela nous paraît aujourd'hui évident, en tout cas pour certains, il suffit de se rappeler l'Athènes du 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel le concept de représentation n'a aucun sens. L'idée de démocratie athénienne est de faire en sorte que les citoyens, en tout cas ceux qui étaient considérés comme citoyens, c'est-à-dire les hommes, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait pas de métèques. Donc c'était on l'appelle démocratie athénienne, mais est-ce qu'on pourrait aussi l'appeler démocratie? On sait toujours un peu... voilà. C'est pas une démocratie très démocratique en un sens. Mais en tout cas, l'idée de la démocratie athénienne, c'était de faire en sorte que ceux qui étaient les citoyens deviennent tour à tour gouvernants et gouvernés, notamment par l'instauration du tirage au sort. L'idée de la démocratie, c'était avec le tirage au sort, en fait, il va y avoir ceux qui gouvernent un jour vont être les gouvernés un autre, etc. Et donc, au final, et c'est aussi un modèle qu'on va retrouver chez Aristote, le philosophe grec, qui va penser une sorte de régime mixte entre oligarchie et démocratie, où dans lequel le fait de tourner grâce au tirage au sort, ça permet du coup d'avoir une cité politique qui fonctionne bien. Donc le modèle de la représentative tel qu'on la connaît aujourd'hui est le fruit de plusieurs siècles de construction historique, sociale, d'évolution du sens de ce mot à travers l'histoire. Alors pour commencer à définir ce que c'est la démocratie représentative, et qui est un livre vraiment très intéressant, c'est un livre de Bernard Manin,
qui n'est pas quelqu'un de très, forcément très radical, mais c'est un politologue qui a écrit un livre qui s'appelle Principe du gouvernement représentatif. Et dès le début de son livre, en fait, il écrit « Les démocraties contemporaines sont issues d'une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. » Donc ce que Manin dit bien, c'est que ceux qu'on pourrait appeler des démocrates aujourd'hui étaient en fait pas du tout démocrates. Pour eux, c'était quelque chose de très mauvais. Et on va voir du coup dans quel sens. Mais du coup, avant, on peut essayer de voir quand même comment Bernard Manin définit la démocratie représentative, ou plutôt ce qu'il appelle en fait le gouvernement représentatif. Donc pour Bernard Manin, le gouvernement représentatif, c'est un régime politique mixte qui mélange les éléments démocratiques, qui renvoient au pouvoir du peuple, et des éléments oligarchiques, qui veut dire ici le pouvoir des élites, les oligarques, quoi. Les élites, après, ça peut être dans plein de sens, la bourgeoisie, les professionnels de la politique, enfin, voilà, on peut mettre un sens assez large là-dessus. En tout cas, pas la population la plus favorisée, en quelque sorte, dans plein de sens. Et du coup, il a déterminé 4 principes qui font qu'on a un régime représentatif, démocratie représentative. Donc, le premier principe, c'est que les gouvernements sont désignés par élection à intervalles réguliers. Le deuxième principe, c'est que les gouvernants conservent dans leurs décisions une indépendance vis-à-vis des électeurs. Le troisième principe, c'est que les gouvernés peuvent quand même exprimer leurs opinions, là maintenant, et leur volonté politique sans que celle-ci soit soumise au contrôle des gouvernants. Et enfin, le quatrième principe, c'est que les décisions publiques, sont soumises à l'épreuve de la discussion. Donc le fait, ça veut dire que les lois sont débattues à l'Assemblée ou au Sénat, ou voilà, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fait que c'est pas complètement fermé. Et pour lui, du coup, en partant de ces 4 principes, et de la manière dont ils varient dans l'histoire, il a distingué plusieurs régimes de régimes représentatifs. Donc d'abord, on a eu le parlementarisme, où c'était avec un parlement fort. Une démocratie de partis, où c'est les partis qui, du coup, surtout au XXe siècle, hein, c'est beaucoup moins maintenant, quoi. Mais où les partis étaient très importants, il y avait beaucoup d'encartés dans les partis, etc. Et maintenant, on est plutôt pour lui dans une démocratie de public, qui est plutôt une démocratie d'opinion basée sur l'omniprésence des médias, sur la communication, sur l'image électorale, les sondages, les lobbies. Du coup, une démocratie dans laquelle la communication prime sur le reste. Et puis bon, bah, voilà. Je ne vais pas te détailler là-dessus, je pense qu'on voit bien à peu près... depuis pas seulement depuis Macron, mais même depuis longtemps, dans quel sens on peut être dans ce type de démocratie. Et donc pour Manin, le régime représentatif, il est à la fois oligarchique et il est à la fois démocratique. Alors il est oligarchique dans le sens, bien sûr, où les représentants ont une indépendance de leurs décisions vis-à-vis du peuple. Le mandat impératif, c'est l'article 27, le mandat impératif, dans lequel les représentants, entre guillemets, les délégués feraient ce qu'ont demandé le peuple. Là, le mandat impératif, à la place, on a un mandat électif, et dans le mandat impératif, il est interdit par la Constitution. L'article 27 de la Constitution de la Ve République dit bien que tout mandat impératif est nul, le droit de vote des membres du Parlement est personnel. C'est-à-dire que les électeurs font ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont élus, pour le dire vite. À la place, le mandat représentatif laisse aux représentants la liberté de prendre personnellement la décision qui concernera les citoyens représentés. La nullité constitutionnelle du mandat impératif produit également le fait que le représentant ne peut être révoqué par le peuple. Son mandat a une durée déterminée qu'il est en droit de tenir jusqu'au bout. Et pourtant, pour Bernard Manin, le régime représentatif est un peu démocratique quand même, grâce aux libertés qui existent, liberté d'opinion, d'expression, d'association, voilà, etc., etc. Libertés qui peuvent quand même influencer le jeu électoral et la représentation en général. Mais pour lui, ça pose quand même un peu problème, dans le sens où on est dans une démocratie qui est fondée sur la communication, et où cette influence peut être un peu biaisée. Donc cela veut dire que le régime représentatif n'est pas juste un état de droit dans lequel tout le monde, de même que le gouvernement, est soumis aux mêmes lois, mais qu'il y a bien des éléments démocratiques grâce aux libertés existantes. Autre élément démocratique qui est assez intéressant, qui développe, c'est celui que l'élection, en fait, il peut avoir une... historiquement, l'élection, c'est quelque chose d'oligarchique, du coup, je le dirai tout à l'heure, enfin, d'aristocratique. On verra ça tout à l'heure, du coup, mais que ça a quand même un aspect démocratique dans le sens où, même s'il n'y a pas de mandat impératif, eh ben, les électeurs peuvent
a posteriori sanctionner les représentants sortant après leur mandat. Donc c'est une sorte de révocation a posteriori. Évidemment, c'est pas la révocabilité inconditionnelle dans le principe plutôt anarchiste. Pour résumer, donc pour Manin, les démocraties représentatives, si elles ne sont pas tout à fait démocratiques, ne sont pas non plus tout à fait oligarchiques. Il n'empêche bien sûr qu'on puisse trouver aussi que ce ne suffit pas pour avoir une démocratie véritable, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et donc en attendant, la question qu'on peut se poser, avant d'aller voir un peu plus, du coup les jeudis, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour essayer de penser un peu mieux ça, c'est comment philosophiquement et historiquement on en est venu du coup à penser ce que c'était que ce régime représentatif qui nous est paru, en tout cas pour beaucoup de monde, naturellement démocratique. Donc là, ça va être de tracer une histoire rapide, intellectuelle du régime représentatif qu'on a fini par appeler démocratie. Donc là, je vais peut-être être un peu plus... Enfin, déjà, je le suis peut-être déjà un peu. Enfin, je me rends pas compte. Un peu plus dense, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à me couper si vous comptez, si j'ai besoin d'expliquer. Voilà, c'est pas forcément... Alors là, du coup, on va partir d'un philosophe qui s'appelle Thomas Hobbes. Et du coup, je vais expliquer comment lui, il a pensé la représentation. Et c'est un peu le premier philosophe, en fait, qui a pensé l'idée de représentation, dans le sens où... on pourrait avoir une représentation du peuple. Ce qui fait que voilà, on voit que ça vient pas de nulle part, c'est quelque chose qui est ancré dans la pensée philosophique, historique, quoi. Donc la représentation, en un sens politique, est pas très vieille dans l'histoire. Avec les monarchies, le roi, c'est celui qui dispose de la souveraineté, il ne représente personne, et ça n'a pas de sens de parler de représentation. Il tient sa légitimité de Dieu, hein, c'est la monarchie de droit divin, ou de sa force militaire. En fait, la représentation va commencer à apparaître dans les théories politiques quand on va s'intéresser au peuple. Dans les théories politiques, souvent, on ne s'est pas vraiment intéressé au peuple, on s'est intéressé plutôt à qui dirigeait. On était dans le haut, on n'était pas vraiment dans le bas, quoi. Et à comment celui-ci peut rendre légitime ou non le pouvoir. Ce questionnement va notamment être mobilisé dans les théories du contrat social, ou contractualisme, comme on peut appeler. Hein, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, c'est des philosophes contractualistes. Donc ça, c'est des pensées qui sont apparues vers le XVIIe siècle, grosso modo. L'idée de contrat social permet de définir du coup les conditions justes et légitimes de l'organisation de la société et de l'obéissance à des règles et à un souverain, du coup à quelqu'un qui va diriger tout le monde. Et on va voir du coup comment l'idée de représentation intervient justement dans l'idée de contrat social. Donc là, je reprends un historien des idées qui s'appelle Jean Terrel, qui a écrit un livre qui s'appelle Les théories du pacte social, et du coup qui raconte comment ça fonctionne, et qui pense que pour lui, pour avoir la notion de contrat social, il faut trois notions. Donc trois notions qui sont philosophiquement importantes, c'est celle d'abord de droit naturel. Alors le droit naturel, c'est l'idée qu'il existe naturellement, de manière idée, des droits pour tous les êtres humains. En gros, cette idée-là, ça a inspiré plus tard les droits de l'homme. Voilà, le droit naturel, c'est d'abord l'idée que tous les êtres humains, ils ont des droits naturellement. Alors pour des philosophes à l'époque, ça vient de Dieu par exemple, ou voilà. Bon, et après les droits de l'homme, on pensait ça sans Dieu, mais du coup on a un peu la même idée, quoi. Donc les droits naturels. Ensuite, deuxièmement, forcément on a la notion de contrat comme forme du coup juridique qui permet de comprendre le passage d'un état de nature à un état civil, dans lequel les individus vont contracter. Donc les individus sont d'abord dans un état de nature, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'état, etc. Puis tout d'un coup ils se rendent compte, ils contractent, ils se disent ok, on va se mettre sous un état, sous une société politique. Et enfin, troisièmement, du coup, la notion de souveraineté. La notion de souveraineté qui est comprise comme ce qui donne à l'État sa forme et son unité à travers le temps. La souveraineté, c'est aussi l'idée que, enfin c'est surtout d'ailleurs ça, l'idée que le pouvoir qui est souverain n'a aucun compte à rendre à une autorité au-dessus de lui. Donc ce qui voudrait dire par exemple que dans la démocratie représentative, si on dit que le peuple est souverain, c'est-à-dire que le peuple qui a élu n'a pas de compte à rendre à celui qu'ils ont élu. Ça peut se discuter. Dans les théories du contrat, on va schématiquement retrouver le processus suivant qui va donc reprendre les notions de droit naturel, les mêmes droits pour tous, naturellement, de contrat et de souveraineté. Donc ça c'est tous les philosophes contractualistes, hein, quand on lit Rousseau dans le contrat social ou Hobbes ou d'autres philosophes, c'est toujours à peu près la même chose. Donc il y a un état de nature qui est pas pensé comme une réalité historique, mais plutôt comme une expérience de pensée, c'est-à-dire on veut savoir du coup comment on pourrait penser les êtres humains sans société. Et du coup ces philosophes-là, ils imaginent plein de choses. Puis, ils imaginent que par exemple il y aurait des droits naturels et que tout le monde serait égaux, dans le sens où tout le monde aurait ses mêmes droits.
Et cet état de nature va être perturbé par divers événements. La guerre de tous contre tous, des catastrophes naturelles qui vont faire que il faut s'associer pour faire une société politique, qui va nécessiter du coup la réalisation d'un contrat social pour fonder une souveraineté à laquelle tous vont se soumettre. Alors tous se soumettre, pourquoi? Pour se protéger, pour Rousseau ça va être pour assurer sa liberté, pour Hobbes ça va être du coup pour éviter de mourir, tout simplement. Du coup ce contrat ou ce pacte va créer une souveraineté et des normes, des obligations qui vont être considérées comme légitimes et justes, parce que c'est justement tout le monde aura décidé de contracter. Donc on aura, le pouvoir est légitime, pourquoi? Parce qu'on a tous décidé de contracter pour s'y soumettre en quelque sorte, pour pouvoir être protégé, pour pouvoir... etc. Donc la théorie du contrat, pour ces philosophes-là, ça permet de comprendre comment des individus libres et indépendants dans l'état de nature peuvent en venir à former une société soumise à des lois et à une souveraineté. Et dans la théorie du contrat, on peut en venir ou non à consentir à être représenté. Chez Rousseau, lui, c'est un partisan plutôt d'une souveraineté directe. Pour lui, il n'y a pas de représentation. C'est le peuple qui fait les lois et il va avoir une sorte de mandat impératif, il va déléguer à un gouvernement le soin de les appliquer, les lois. Mais c'est le peuple qui fait les lois. Par contre, du coup, Rousseau, il refuse la représentation, c'est pas lui qui a influencé la démocratie représentative. C'est plutôt Thomas Hobbes, qui est un philosophe qui a vécu au XVIIe siècle en Angleterre, et du coup qui a conceptualisé, qui a pensé la représentation du peuple comme délégation du pouvoir politique. Le peuple, en fait, avant il y a juste une espèce de multitude informe de gens qui vont contracter, et le peuple politique, il va se former grâce au contrat. Et il va ensuite déléguer à un représentant le soin de décider à sa place. Et c'est le représentant, en fait, qui va représenter le peuple, et le fait que ils ont contracté pour être protégés. Donc en fait, le contrat chez Hobbes, il se déroule en 2 temps. D'abord, il y a la décision commune d'abandonner ses droits naturels. En fait, le droit naturel chez Hobbes, c'est le droit de se défendre, de faire tout pour se protéger. Et pour lui, comme tout le monde fait tout pour se protéger, chacun devient assez méfiant, et du coup ça produit ce qu'il appelle la guerre de tous contre tous. Et il y a une citation qui est assez célèbre, c'est « l'homme est un loup pour l'homme ». Et du coup, pour lui, c'est l'homme est un loup pour l'homme, parce que à force de se méfier de tout le monde s'attaque, soit on prévoit des attaques, et du coup on se défend, et enfin voilà, bref, il y a la guerre. Et du coup, tout le monde va abandonner ce droit à une seule personne, le souverain, qui va récupérer tous les droits de nature de tout le monde. Donc c'est lui qui aura le droit d'avoir le monopole de la violence, en quelque sorte. Et qui va faire en sorte que plus personne n'utilise la violence pour pouvoir s'entretuer. Et dans ce sens, ça va créer un État, du coup, qui sera extrêmement puissant, qui s'appelle, lui, il appelle ça le Léviathan, donc c'est le monstre biblique très effrayant et tout. Donc pour lui, c'est l'État, justement, qui est capable d'avoir le monopole de la violence pour que plus personne qui y soit soumis ne s'entretue. Donc en gros, chez Hobbes, les gens ont créé l'État pour être protégés et ne plus mourir. Et en fait, en donnant au souverain, au Léviathan, tous leurs droits naturels, en fait, il donne une autorisation à faire en sorte que l'État parle au nom du peuple. Et c'est comme ça qu'on va avoir du coup l'idée de représentation qui va avoir une grande influence. En fait, les gens qui vont penser à la représentation du peuple, ils vont partir de ça pour se dire, pour dire que du coup, il va y avoir un transfert du droit de nature de chacun, et tout le monde va autoriser à ce que l'État représente, en tout cas le souverain absolu représente tout le monde. Et tout s'incorpore du coup au sein du souverain qui devient un seul et unique corps politique, animé par une seule et même volonté. En fait, le souverain peut faire tout ce qu'il veut, parce qu'il a été autorisé par le peuple à le faire. En tant qu'il garantit leur sécurité, parce que sinon le contrat est cassé, quoi. Okay, voilà. Donc là, on a vraiment la source philosophique du coup de la représentation dans la philosophie politique, mais ça va vraiment se concrétiser du coup avec les révolutions anglaises, américaines et françaises, où l'absolutisme royal va être remis en cause. Et du coup, on va chercher à mettre en avant l'idée d'un peuple souverain, détenteur de droits et de libertés inaliénables, tout en voulant quand même que le pouvoir politique et économique du groupe social, qui va remplacer la noblesse, soit assuré. Comment dire, la bourgeoisie qui accède au pouvoir souhaite du coup se constituer en nouvelle élite gouvernante, et il faut qu'elle rende sa nouvelle position légitime.
Et la représentation, ça va être très utile pour ça. Donc plusieurs théoriciens vont ainsi apporter plusieurs arguments en faveur de la représentation du peuple, et donc d'un régime représentatif, qui d'ailleurs ne sera pas d'emblée considéré comme démocratique, mais plutôt comme républicain. D'abord, on va penser plutôt des républiques. Les États-Unis sera pensé plutôt comme une république, la France comme une première république pendant la Révolution française. La démocratie, ça sera un mot qui sera plutôt anarchie. Bah, pour beaucoup de gens, c'est un mot qui veut dire le désordre, le bordel, etc. Bah, à l'époque, démocratie, ça a le même, ça prend un peu le même sens qu'anarchie. Les démocrates, c'est les anards de l'époque. Et d'ailleurs, démocratie, du coup, et républicain, c'est encore pire, c'est des mots qui sont, dans l'histoire de la pensée, qui ont changé de sens tout le temps, depuis l'Antiquité, et du coup, c'est souvent difficile de faire la part des choses pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Enfin, on entend la République à toutes les sauces quand on allume la radio. Enfin, la démocratie, c'est pareil, donc voilà. Et pourtant, voilà, c'est des mots qui ont eu des sens plus particuliers selon les époques. Et en fait, ça va commencer aux États-Unis. Du coup, en 1787, quand les États-Unis qui ont été indépendants depuis 1776, ils n'ont pas encore de constitution. Donc il va y avoir plein de débats pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être la constitution américaine. Donc ça va être un moment assez intéressant parce qu'en gros, on assiste à la création d'un État en direct, quoi. Et aux débats qui ont eu lieu pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cet État. Et il y a un texte qui est souvent édité, enfin qui est assez connu, ça s'appelle Le Fédéraliste. Et en fait, ces trois auteurs, ces trois hommes politiques américains, parmi les pères fondateurs américains, mais ça fait partie des plus connus, donc c'est Alexander Hamilton, James Madison et John Jay. Et Madison, du coup, il va devenir d'ailleurs le 4e président des États-Unis. Et Hamilton, c'est celui qui a utilisé en 1777 pour la première fois l'expression de démocratie représentative. Il y a déjà quelque chose qui commence à cette époque-là, même pour lier avec le mot démocratie. Du coup, ces trois pères fondateurs américains partagent l'idée que la Constitution américaine doit promouvoir un régime représentatif afin d'unir les États autour d'un gouvernement central. Donc eux, ils veulent la centralisation. Et il s'agit d'instaurer une république au sens de la Constitution américaine. Donc république, là, dans le sens d'un régime en vue du bien commun et du bonheur de tous. Dans la Constitution américaine, il y a cette idée de bonheur qui doit être... dans lequel tous les pouvoirs vont être séparés, donc il y a l'idée de séparation des pouvoirs aussi, et où le respect des droits individuels va être garanti. Mais ils refusent d'appeler leur régime un régime démocratique. Ils font bien la distinction entre république et démocratie. Ainsi, on peut lire sous la plume de Madison, « Dans une démocratie, le peuple s'assemble et se gouverne lui-même. Dans une démocratie, il s'assemble et est gouverné par des représentants. » Donc là, pour l'instant, il n'y a pas du tout l'idée d'appeler ça démocratie représentative. Peut-être république représentative, mais pas... voilà, l'idée, pour l'instant, c'est de s'opposer à la monarchie, en tout cas. Donc la représentation va être particulièrement utile, car elle permet, pour Madison, d'assembler des populations différentes, donc un État qui est tout nouveau, ils sont tous séparés, donc le fait de les représenter, ça va permettre de créer un peuple américain. Le début de la Constitution américaine, c'est « We the people », donc c'est vraiment le oui, quoi, c'est on va créer un peuple unifié, quoi. Et ils vont du coup penser aussi l'élection. L'élection des représentants, pour Madison, ça, même si tout le monde peut être élu, ça va quand même faire en sorte que c'est les plus vertueux qui vont être choisis. Pour Hamilton, pour représenter, il faut avoir du temps et certains talents particuliers. Et il faut faire preuve de rationalité, de sagesse, ne pas être influençable. Évidemment, c'est les personnes les plus riches qui remplissent tous ces critères. Pour lui, si on est riche, on ne peut pas être corrompu. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de travailler, donc on a du temps aussi pour se consacrer à la vie politique, former son esprit et s'occuper des affaires de l'État. Et si l'on est pauvre, on est plus ignorant, plus influençable, plus corruptible, davantage passionné et moins rationnel. C'est pas les chômeurs par exemple. Oui. C'est corruptible. Les hommes politiques, non. Bon, non. Ils sont pas assez riches, c'est ça. D'ailleurs, pour Balkany, il n'y a pas quelque chose pour Balkany Une caisse de pour sa caution. C'est un pauvre, il faut le soutenir. Ouais, et du coup, le bas peuple, il peut pas s'occuper des affaires de la cité qui concernent le bien de tous. Et pour eux, il doit y avoir un principe de distinction, c'est-à-dire que les représentants doivent être bien distincts des représentés et ne pas partager leurs conditions de vie.
Il y a aussi l'idée que la représentation, ça va permettre d'éviter ce qu'ils appelaient les factions à l'époque, c'est-à-dire la prise en compte dans le pouvoir politique d'intérêts opposés. Ils veulent quelque chose où, quand même, où personne ne va pas passer son temps à se battre dans les partis politiques, etc. Et ces factions, justement, sont le résultat de passions et sont moins rationnelles. Et du coup, l'élection, pour eux, ça va permettre de sélectionner les individus les plus rationnels et les plus vertueux. Et de désigner, du coup, ceux qui sont le plus capables d'agir en faveur du bien commun. Ainsi, Madison écrit-il à propos de la représentation, donc là je cite Madison, « Elle épure et élargit l'esprit public en le faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse est à même de discerner le véritable intérêt du pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations éphémères et partiales. » Et du coup, là, c'est eux qui vont gagner le débat, parce qu'il va y avoir un gouvernement centralisé, avec quand même un État fédéral, c'est-à-dire où chaque État aura son... voilà. Et évidemment, la représentation par la Chambre des représentants aux États-Unis. On va passer à la Révolution française, du coup, on a l'abbé Sieyès, qui a l'air cool comme ça dans Qu'est-ce que le tiers-État, voilà, mais qui va présenter des arguments qui sont à peu près similaires. Pour lui, la nation française, qui est quelque chose qui n'existait pas forcément avant, et qui est d'ailleurs pour lui le tiers-État, et qui n'est pas les autres, parce que pour lui, ce qui fait la nation, c'est ceux qui travaillent, donc c'est le tiers-État, c'est pas la noblesse, c'est pas le clergé. Et elle peut devenir réellement existante que par leur représentation. Parce que la nation, c'est quelque chose d'abstrait, et qui n'est pas tangible, qui n'est pas physique, et donc il faut qu'il y ait des représentants pour pouvoir l'incarner. Là, le but, c'est pas tant d'unifier que de représenter une espèce de concept abstrait qui est la nation française, voilà. Et du coup, il reprend des arguments semblables à ceux des pères fondateurs américains, et il écrit, là, je vais citer Sieyès, dans son discours du 7 septembre 1789, donc la France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n'est pas douteux parmi nous. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour pouvoir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent donc se borner à se nommer des représentants. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Ce serait le bordel. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas d'une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. On voit bien ici comment Sieyès oppose la représentation à la démocratie. Et on comprend pourquoi Manin, du coup, dès le début de son livre, dont je parlais tout à l'heure, dit que les démocraties contemporaines, parce qu'après tout, la Révolution américaine et la Révolution française, c'est ce qu'on dit qui a formé les démocraties libérales, etc. Les démocraties contemporaines sont issues d'une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. Tous ces auteurs révolutionnaires américains ou français verraient d'un œil un peu perplexe le fait qu'on conçoive nos régimes comme étant démocratiques. Et pour Sieyès, donc, c'est la représentation qui fait la nation et l'unité politique d'un pays. C'est bien cet état d'esprit, de cet état d'esprit qu'émergera la Constitution française de 1791, qui promeut la souveraineté nationale. Les députés, en France, ils ne représentent pas leur circonscription, mais ils représentent bien la nation, du coup. Et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté nationale, ils représentent la nation. Et qui contredit d'avance la constitution montagnière de 1793 qui défendait une souveraineté populaire qui était plutôt inspirée par Rousseau, du coup. Dans le sens où le peuple était... c'est lui qui aurait dû faire les lois. Du coup, le principe de l'élection, en fait, a été pas compris du tout comme démocratique quand ils ont dit qu'on allait élire des représentants. Et comme l'écrit Montesquieu dans l'Esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, comme dans l'Antiquité, et le suffrage par le choix est celui de l'aristocratie. C'est avec les révolutions américaines et françaises que l'élection devient un moyen privilégié pour organiser le gouvernement représentatif, que l'on va appeler peu à peu démocratie représentative. Donc, comme je le disais, dans l'Antiquité, c'est bien le tirage au sort qui était le mode de sélection démocratique des citoyens exerçant le pouvoir politique. Et l'élection, au contraire, a toujours été un mode de sélection des rois et des aristocrates. Hugues Capet, en 987, il est élu roi de France. L'empereur du Saint-Empire germanique, sur à peu près 1000 ans, enfin un peu moins de 1000 ans d'histoire, c'était un empereur élu. Le régime représentatif, qui remplace une élite noble et aristocrate par une élite bourgeoise, adopte donc naturellement ce principe de l'élection. On remplace une élite par une autre. Principe considéré comme étant contraire à la démocratie au XVIIIe siècle.
Le régime représentatif est donc d'abord pensé comme républicain, dans le sens où le gouvernement sert le bien commun, la chose publique, et non comme démocratique. Pas démocratique, c'est parce que si on appliquait le tirage au sort, n'importe qui pourrait être désigné, et du coup il n'y aura plus les effets de... On pourrait avoir des chômeurs, enfin voilà, ce serait... Ce serait corruptible. Il serait corruptible. Et n'importe qui pourrait être désigné, pauvre, riche, bourgeois ou non. Et l'élection, et la manière dont elle s'organise, permet à l'élite d'être toujours choisie pour accéder au pouvoir. Seuls ceux qui sont favorisés dans la société peuvent être assez puissants pour pouvoir se présenter et éventuellement gagner une élection. Donc le régime représentatif, c'est d'abord un régime d'inspiration aristocratique qui n'est pas du tout pensé comme démocratique. Et c'est au XIXe siècle que peu à peu, du coup, le mot démocratie va venir s'accoler à représentation, notamment grâce aux luttes aussi politiques et sociales, mais aussi pour de la communication politique, même déjà à l'époque, que la notion de démocratie va plus entrer, entre guillemets, en contradiction avec celle de représentation, en tout cas dans les têtes des gens. L'élite bourgeoise va quand même essayer de freiner la démocratisation du régime représentatif en instaurant le suffrage censitaire ou le suffrage indirect. Et évidemment, le suffrage à l'époque était encore masculin. Donc la démocratie, c'était pas encore ça. Pour préciser, censitaire, c'est quand on doit payer pour pouvoir... Ouais. Voilà. On le sait pas forcément. C'est vrai. Bah, il fallait payer un impôt pour pouvoir voter, quoi. Si. La démocratie représentative se construit donc peu à peu avec en germe toutes ces contradictions pour devenir le régime que l'on connaît. Alors il y avait un médecin et penseur politique qui s'appelle Cabanis, qui résume bien sa manière de fonctionner. Donc il dit, dans un véritable système représentatif, tout se fait au nom du peuple et pour le peuple. Rien ne se fait directement par lui, il est la source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. À l'époque, il n'était pas hypocrite, hein, il disait les choses directement, ils avaient ce mérite-là. Si les élites ont essayé de freiner la démocratisation du régime représentatif, acquise par les luttes sociales de la classe ouvrière au XIXe siècle, elles se sont également servies du mot démocratie pour tenter d'établir un compromis de classe, qui permettrait du coup d'assurer quand même toujours leurs intérêts. On va donner un peu, mais on reste au pouvoir, quoi. Et c'est tout le propos d'un livre qui s'appelle Démocratie, histoire d'un mot, d'un anarchiste québécois qui s'appelle Francis Dupuy-Derry. Du coup, dans ce livre-là, du coup, il finit par dire aussi que ce qu'on appelle démocratie représentative n'était pas vraiment une démocratie, et que le mot était aussi ambigu que celui de républicain, comme je le disais tout à l'heure. Et lui, plutôt que parler d'antidémocrate, il parle d'agoraphobie politique. Donc d'agoraphobie dans le sens où les élites ont peur, phobie, hein, de l'agora, du peuple, quoi. Enfin de la foule. Du coup, pendant les révolutions américaines et françaises, le mot démocratie est clairement péjoratif. Autant péjoratif que pourrait l'être dans la tête de personne aujourd'hui le mot anarchie. On parle des démocrates pour parler des révolutionnaires les plus radicaux. Et si on utilise ce mot, c'est pour les discréditer. Un peu comme anarchie aujourd'hui. Enfin, pour beaucoup, quoi. Mais déjà, au tout récent aux États-Unis, certains partisans d'une république plus ouverte et égalitaire n'hésitent pas à se déclarer déjà comme républicains démocrates. Donc à l'époque, il n'y a pas le parti républicain et le parti démocrate. Il y en a qui vont s'appeler d'abord républicains démocrates. Durant la première partie du XIXe siècle, le mot démocratie va commencer à servir de mot permettant de se donner une légitimité populaire. Alors que républicain, ça va paraître plus élitiste, bah, ils vont se dire, bah tiens, pour s'attirer des voix, on va s'appeler démocrate, et ça va permettre de garder, de pouvoir peut-être avoir le pouvoir. Ainsi, comme le rappelle Dupuy-Derry, Andrew Jackson, ça a été le premier président des États-Unis à se déclarer ouvertement comme démocrate, et dans un but purement de communication pour gagner en popularité et en électeurs. Et c'est au même moment que Alexis de Tocqueville, dans ses deux livres, dans les deux tomes de la démocratie, c'est au même moment que Tocqueville écrit un livre qui s'appelle La démocratie en Amérique, et dans un sens qui va être de moins en moins contradictoire en fait. Et Tocqueville désigne par démocratie un état social dans lequel on peut noter une égalisation des conditions. Pour lui, la démocratisation, c'est en fait la méritocratie, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes chances de pouvoir accéder à un travail, voilà. Bon, c'était au 19e siècle, c'était peut-être encore moins le cas. Mais en tout cas, pour lui, la démocratisation, c'est ça, et c'est quelque chose qui il va être inéluctable. Tous les peuples vont devenir démocratiques. Et de moins en moins aristocratiques. Et de leur côté, les premiers socialistes réclament en même temps, ils associent les mots aussi, la république démocratique et sociale. Le mot démocratie va prendre une teneur du coup plus légitime pour le pouvoir en place, et il va être utilisé en même temps par les plus radicaux pour développer des pensées utopiques et émancipatrices. Donc la démocratie représentative se construit en même temps du coup que ces critiques socialistes et anarchistes, et tous les deux utilisent le mot. L'un dans un sens de communication et l'autre dans un sens de promouvoir du coup plutôt des utopies, quoi. La connotation du mot devient ainsi positive,
D'un côté, du coup, en tant qu'outil de communication politique pour établir le régime représentatif libéral, et d'un autre pour initier une véritable démocratie sociale. Et d'ailleurs, pour montrer que ce mot est un peu utilisé par tout le monde, et que du coup il va prendre des sens, voilà. Blanqui, en 1851, écrit depuis sa prison: « Qu'est-ce qu'un démocrate, je vous prie ? C'est là un mot vague, banal, sans acceptation précise, un mot en caoutchouc. » C'est une jolie expression. Quelle opinion ne parviendrait pas à se loger sous cette enseigne ? Tout le monde se prétend démocrate, surtout les aristocrates. Alors aujourd'hui, il paraît que nous sommes en démocratie représentative, et on vient de voir comment la représentation était devenue légitime, et comment le mot démocratie a fini par y être associé. Et d'un autre côté, le mot démocratie a toujours gardé une teneur révolutionnaire, car pour parler d'émancipation politique, on utilise souvent ce mot, on parle de véritable démocratie, de vraie démocratie, contre la fausse démocratie représentative. La crise de la représentation qui est tant commentée aujourd'hui paraît donc bien propre en fait à la démocratie représentative, conçue simplement comme un mode de sélection via l'élection d'une oligarchie. La représentation est en fait au fondement même de la conception de l'État et de son pouvoir. Parler de crise de la représentation, c'est forcément mettre le doigt sur le problème de l'État en tant qu'outil centralisé du pouvoir. Et là, du coup, on va passer au XXe siècle, où l'idée de démocratie représentative, c'est devenu quelque chose de banal. Mais des philosophes, des penseurs ont quand même essayé de continuer à penser comment la démocratie évoluait au XXe siècle, et notamment de penser comment, dans des régimes qui sont dits démocratiques, on a pu aboutir au fascisme. Pour un économiste autrichien comme Joseph Schumpeter, dans un livre qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie », la démocratie telle qu'on pourrait le concevoir idéalement, donc de manière utopique, comme poursuite du bien commun par la volonté d'un peuple éclairé, n'est qu'une illusion. Pour Schumpeter, le citoyen qui est souvent pensé comme rationnel n'existe pas. Il écrit « Le citoyen typique, dès qu'il se mêle de politique, régresse à un niveau inférieur de rendement mental. » Donc là, en fait, en même temps, il pense au fascisme, en fait. Il se dit c'est la démocratie qui a causé... on retrouve un peu les mêmes arguments encore que les révolutionnaires américains et français, quoi. Bref, le peuple est incapable de se gouverner lui-même. Il est incompétent et irrationnel. La démocratie contemporaine doit donc être un gouvernement de l'élite sélectionné par les citoyens par la voie d'une procédure de vote régulière et espacée dans le temps. Le peuple n'a qu'un rôle négatif, il choisit celui qui agit. Le seul pouvoir du peuple est cet acte du vote, dans lequel il délègue, dès qu'il en use, sa capacité politique. La masse citoyenne n'est qu'une masse apathique, incapable de s'auto-gouverner. Et lui, il pense déjà aussi à l'influence des médias et de la propagande qui va détruire l'intelligence du citoyen. Le citoyen irrationnel est aisé à manipuler, et ce qui explique pour Schumpeter, du coup, comment les fascismes du XXe siècle ont pu émerger dans des sociétés dites démocratiques, notamment dans l'Italie et l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Et c'est pour ça c'est ça qui effraie Schumpeter, du coup, et qui le pousse à adopter ce qu'il va appeler une conception minimale de la démocratie à partir de son constat, du coup. Et pour lui, la démocratie représentative, c'est tout simplement des partis en compétition dans une course au pouvoir qui sont départagés par le vote des citoyens, qui ont pour seul moyen de sanction rétrospectif le pouvoir de ne pas reconduire ceux qu'ils avaient élus. Si Schumpeter, du coup, permet au peuple d'élire les élites, qui le gouvernent, malgré le soupçon d'irrationalisme qui fait peser sur lui, c'est parce que c'est le moins mauvais régime, en fait. Sa perspective démocratique est donc imparfaite, et elle évacue de manière pas du tout hypocrite, pour le coup, la souveraineté du peuple en faveur d'une conception politique inspirée par le marché économique. Et du coup, la deuxième moitié du XXe siècle, ça va être en gros de calquer le marché économique, enfin de calquer la démocratie sur le marché économique. Et pour Schumpeter, la démocratie représentative, c'est un système institutionnel aboutissant à des décisions politiques, dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur le vote du peuple. Donc comme des biens qui sont mis en vente sur le marché, les partis en concurrence sont là pour attirer les votes des électeurs en leur faveur. Par effet de concurrence, les électeurs doivent pouvoir rationaliser dans la mesure du possible leurs décisions politiques, de la même manière qu'ils le feraient en choisissant un produit selon son prix, ses qualités, etc. Donc on va penser que le citoyen, c'est comme un consommateur qui va réfléchir, à se dire, bah tiens, ce shampoing-là, il est vachement mieux, pour telle ou telle raison, et en fait, la politique, ce sera la même chose, quoi. Du coup, il y a des auteurs qui sont connus pour
pour avoir fait ce qui s'appelle Anthony Dons ou William Riker, mais que je connaissais pas avant, que j'ai découvert du coup en étudiant ça. Mais c'est eux qui ont développé ce qu'on appelle une conception économiste ou économiciste de la démocratie, qui rejette du coup complètement le caractère politique de la démocratie. On ne pense qu'en termes de préférences individuelles et non en termes de biens communs ou collectifs. Les citoyens donc sont comme des consommateurs et les partis politiques sont comme des entreprises. Les consommateurs électeurs ont ainsi des préférences, des goûts qui les amènent à voter ou non pour tel parti. Mais la démocratie représentative, ce serait le meilleur moyen de créer un marché des préférences politiques pour faire émerger un monopole de pouvoir temporaire à un seul parti pour quelques temps. Ça, c'était, en gros, quand on est arrivé dans les années 80, c'était la théorie standard, entre guillemets, de la démocratie. Donc là, du coup, pas du tout de la communication, mais du coup, des auteurs qui étaient plutôt inspirés par des modèles économiques, qui pensaient que la démocratie, c'était quelque chose, du coup, qu'on pouvait penser comme un marché. Il y a quand même des gens qui ont essayé de continuer à défendre la représentation et la démocratie représentative, un peu de manière idéale, du coup, en disant qu'il y avait quand même un côté politique qui était toujours là. Il y a par exemple la philosophe italienne Nadia Urbinati, qui a écrit un livre pour dire que la représentation, c'était que les représentants ou la représentation, c'était une manière de se faire l'avocat de ceux qu'on représente. Quand dans une cour de justice, les représentants, les députés, et ce qui peut arriver parfois, des députés qui pensent avoir ce rôle-là, en tout cas, dans les discussions à l'Assemblée nationale, de se faire l'avocat du peuple et de les représenter. Et du coup, ils argumentent à leur place. Ils n'ont peut-être pas les moyens, parce que ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le... Voilà. Ils argumentent à leur place, ils les défendent comme s'ils défendaient un client dans un tribunal. Donc voilà, c'est une manière un peu de sauver la représentation. On pense ce qu'on veut. C'était une manière de dire que c'était pas totalement cynique, la manière de penser encore la représentation en la pensant comme un marché économique. Et du coup, là, je vais avancer sur la semaine prochaine, et du coup, justement, dans les années 80, on a décidé de dire que c'était pas super joyeux de penser la démocratie comme un marché économique. Et donc, on a essayé de penser à une manière d'améliorer la démocratie représentative en la pensant comme délibérative. Donc, il y a un philosophe norvégien qui s'appelle Jon Elster, qui, dans un article qui s'appelle « Le marché et le forum », a mis en place une critique du coup de la démocratie économiciste. Et Elster avance l'idée qu'il ne faut pas confondre le marché comme outil d'organisation des biens économiques et le forum entendu comme domaine politique et du débat public. Donc en gros, faut pas mélanger le politique et l'économique. Et faut pas penser que les citoyens ils ont des préférences comme politiques comme ils ont des préférences en matière de shampoing, quoi. Et que c'est un mauvais moyen de satisfaire justement leurs préférences politiques. Et que les citoyens sont capables de promouvoir le bien commun, que leurs préférences peuvent être réfléchies, rationnelles. Et pour ça, il va du coup développer l'idée que le processus politique est une finalité en soi et la décision politique plutôt un effet secondaire qui n'est plus recherché pour lui-même. Pour lui, c'est pas tant le fait qu'on arrive à une décision politique que le plus important, c'est qu'on participe à la vie politique. Et dans la démocratie économique, on ne participe pas du tout à la vie politique, au contraire, puisqu'on laisse un parti décider à notre place. Et du coup, il va proposer une espèce de vision dans laquelle, enfin parmi d'autres au même moment, il n'y a pas que lui, mais lui, là, c'est un des plus importants, dans laquelle, du coup, les préférences politiques, la participation politique, va pouvoir se faire grâce à la discussion publique et rationnelle de tous les citoyens ensemble pour produire des décisions politiques. Et c'est ce qu'on va finir par appeler la démocratie délibérative, dans laquelle les citoyens vont délibérer, vont discuter. Et pour la démocratie délibérative, donc ce que je détaillerai la semaine prochaine, c'est que ce qui fait la légitimité du pouvoir, en fait, c'est que les citoyens ont discuté entre eux. Ils n'ont pas laissé des gens discuter à leur place, mais c'est eux qui ont discuté entre eux. À la fin, ils ont pris une décision. Et du coup, c'est ça qui va faire la légitimité de la démocratie, en tout cas, idéalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a surtout trouvé dans les milieux universitaires. C'est pas du tout quelque chose de militant, mais c'est quelque chose qui est né à l'université et qui s'est développé du coup pour améliorer la démocratie représentative actuelle.